Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau le docteur Cheikh Tidiane Gadio. Il est le leader de la coalition Pôle Alternatif Troisième Voie Sénégal day dem. Bienvenue à vous, docteur. Merci, Népatou. Toujours très, très heureux de venir je salue le patron de la maison, notre frère Sidi Lamignas, et je vous salue vous, et vous souhaite une bonne fin de Ramadan, et je salue tous les amis du groupe de presse Walfadjri. Merci, et c'est un plaisir partagé. Docteur Cheikh Tidiane Gadio, très rapidement, vous êtes docteur en communication, sésame obtenu à l'université de l'État d'Ohio en 1994. Ancien enseignant au CESTI de 2000 à 2009, vous avez commandé la diplomatie sénégalaise et sorti du gouvernement de Maître Abdoulaye Wade, vous vous êtes engagé en politique en créant le MPCL Louis Jotna, candidat malheureux à la présidentielle de 2012. En 2017, docteur Cheikh Tidiane Gadio est le leader de la coalition Pôle Alternatif Troisième Voie Sénégal day dem. Est-ce que l'essentiel a été dit sur votre parcours? Moi, je crois que de plus en plus, je vais quand même rappeler que j'ai fait 7 ans à Paris dans ma formation et que j'ai eu un DE à la Sorbonne en communication de masse, en sociologie des communications de masse, parce que ça fait que maintenant, les gens pensent que je n'ai eu qu'une formation aux États-Unis, oui, et que donc je n'ai pas une expérience francophone en tant que telle. Oui. Mais j'ai fait la France 7 ans d'études et j'ai fait aussi le Canada, plusieurs stages de perfectionnement. Et j'ai eu effectivement la chance de faire un PhD aux États-Unis d'Amérique. Voilà, je crois que de ce point de vue, la présentation est maintenant complète. On est d'accord? Je crois. Après la présidentielle de 2012, le docteur Gadio revient à la charge à l'orée des législatives prochaines. À combien évaluez-vous vos chances dans cette compétition non moins difficile? C'est une compétition extrêmement compliquée. Nous avons dit dans nos éléments de langage qu'au lendemain du dépôt des listes et de la révélation faite à l'opinion nationale qu'il y avait 47 coalitions, nous nous sommes posé beaucoup de questions. Pour nous, il y a vraiment des doutes sur la sincérité et l'effectivité de ces 47 coalitions. Il y a 47 opinions politiques différentes, tellement bien structurées qu'elles font l'objet de coalitions. Parce qu'en termes de partis politiques, on a près de 300 partis. Donc apparemment, il y a 300 lignes politiques et idéologiques au Sénégal. Mais de là, nous retrouver dans une compétition électorale sérieuse, portant sur une institution majeure qu'on appelle le Parlement. Dans une démocratie comme la nôtre, où le Parlement est le premier des contre-pouvoirs, où véritablement nous avons des députés élus par le peuple pour défendre les intérêts du peuple, y compris et contre l'exécutif parfois, nous faire des élections législatives à 47 listes. Imaginez l'électeur qui entre dans une salle de classe en campagne, une petite salle de classe, si chaque liste est conséquente et présente un représentant, oui, ça ferait 47 représentants, plus l'administration qui organise les élections, plus la Sénat. Le tout, c'est une 50aine de personnes qui vous attendent quand vous ouvrez la porte pour venir voter. Ensuite, le temps que vous prendrez pour récupérer tous ces bulletins, aller dans l'isoloir. Et vous savez, on connaît tous la pratique dans notre pays où certains partis, surtout les partis au pouvoir, demandent à leurs électeurs d'aller voter et de leur ramener les bulletins des candidats ou des coalitions qu'ils n'ont pas choisis pour prouver qu'ils ont effectivement voté pour le parti dominant. Pour l'achat des consciences. Mais ça, c'est une pratique que personne ne peut nier. Nous, on a des preuves, y compris là-bas dans nos villages, comment les gens organisent cela. C'est pas très bien, mais je considère ça comme de petits larcins qui ne méritent pas trop l'attention. On est en Afrique où le combat démocratique est beaucoup plus important et porte sur des questions plus essentielles, notamment la question des institutions. Nous, par exemple, on l'a dit dans votre émission ici, on le répète, nous pensons que la démocratie sénégalaise est suffisamment majeure pour qu'une institution autonome, crédible et respectée par tous organise les élections. Pas que un ministre de l'Intérieur politique. Si on décidait par consensus entre les partis que les ministres de l'Intérieur seraient toujours des personnalités de la société civile relativement indépendantes et capables d'être à équidistance des partis, on peut comprendre
organise les élections. Oui. Ce n'est pas le cas dans notre pays. Et si l'administration, que nous respectons, et l'administration du ministère de l'Intérieur est exemplaire à tout point de vue, et ils ont les compétences et les ressources nécessaires pour nous faire un excellent travail d'organisation des élections. Mais maintenant, les carottes sont déjà cuites. Elles sont tellement cuites qu'elles sont peut-être même cramées, et peut-être qu'il nous reste maintenant les ressources qu'offre la démocratie, c'est-à-dire nous arranger pour être représentés dans chaque bureau de vote, surveiller et contrôler le vote du début à la fin et nous assurer à la fin d'avoir l'ensemble des PV sur toute l'étendue du territoire national. Si la confiance régnait dans les institutions, les partis et les coalitions n'auraient pas besoin de tout ça. Maintenant, vous me demandiez la question de nos chances. Oui. Alors, nos chances dans une compétition de 47 coalitions, il est difficile de les évaluer, pour dire les choses honnêtement. Ce que nous allons faire, oui, c'est faire une campagne de rupture, battre campagne et montrer que nous avons un programme sur la question du Parlement. Nous sommes véritablement, nous symbolisons la troisième voie, la vraie troisième voie, parce qu'il y a plusieurs. La vraie, celle qui permet aux Sénégalais d'avoir un véritable choix entre ce qui existe et ceux qui contestent ce qui existe et qui était là aussi avant. Oui. Donc le pouvoir et l'opposition classique. Au départ, nous, les choses étaient simples. On a dit ni Benno, ni Manko. Ni Manko. Et c'était clair. Oui, quel profil du député pensez-vous le plus approprié pour satisfaire les Sénégalais? Alors, nous voulons retourner aux fonctions régaliennes d'un véritable député et d'un véritable Parlement. Nous sommes la coalition qui va proposer que les parlementaires, les députés soient préparés à exercer leur mission au nom du peuple sénégalais. Et ces missions, essentiellement, c'est quoi? Voter les projets de loi présentés par le gouvernement, mais après les avoir âprement discutés, examinés dans les détails pour savoir si ces projets de loi vont dans le sens des intérêts du peuple. Ensuite, exercer aussi la fonction de proposer des lois. Parce que le gouvernement amène des projets de loi, les députés font des propositions de loi. Donc faire des propositions de loi sur des sujets extrêmement importants, des sujets sensibles. Par exemple, quand l'incendie d'une maison, un jeune talibé meurt de façon atroce, les députés peuvent s'en saisir, travailler sur une proposition de loi. Quand on pille les ressources de nos forêts, n'est-ce pas, pour les exporter clandestinement, nous sommes au courant. Nous vérifions les mécanismes qui sont en place, nous ne sommes pas satisfaits, nous pouvons faire des propositions de loi. Donc cette fonction de voter les lois et de proposer les lois. Ensuite, adopter la loi de finances. Adopter la loi de finances, moi j'ai fait participer à l'adoption des lois de finances pendant presque une dizaine d'années. J'ai été 10 fois au Parlement. Mais j'ai été toujours surpris de voir que la procédure du formalisme, ce n'était pas très crédible. En tant que les députés, aujourd'hui, je ne sais pas si les Sénégalais le savent, les députés ne sont pas en mesure de changer la proposition de loi de finances qui leur est faite et la répartition budgétaire entre les différents ministères. Vous voulez parler d'un simulacre de plénière? Mais c'est organisé même d'abord dans les commissions. Et moi, j'ai vu d'excellents députés qui venaient faire des critiques, mais acerbes et pertinentes, sur la proposition de budget pour tel ministère, mettons le ministère de l'équipement. Et ils montrent les incohérences de la proposition. Mais quand il s'agit de voter, par discipline de parti, ils lèvent la main et disent « oui, je vote oui ». C'est ça que nous, par exemple, nous pensons doit être remis en cause. Le budget doit être âprement discuté. Vous avez vu aux États-Unis, le Congrès peut fermer, comme on appelle ça, fermer le gouvernement, c'est-à-dire arrêter les opérations du gouvernement parce qu'ils ne sont pas d'accord. Donc nous disons que le budget doit être discuté. Des va-et-vient doivent être faits. Ce ne sera pas facile dans un régime présidentiel. Mais rejeter la copie de l'exécutif, lui dire nous pensons que l'agriculture, la santé, les infrastructures doivent prendre 50% du budget. Je donne un exemple, que les 50 autres %, nous les répartissons comme ça. Donc que les députés aient leur point de vue sur le budget, le discutent et se préparent et attendent l'exécutif. Et donc, il y a une sorte de négociation, de transaction démocratique. Ce n'est pas forcément hostile. C'est dans la volonté d'améliorer le fonctionnement de nos institutions. Et j'insiste juste sur comment le matérialiser dans ce régime présidentiel fort? Mais justement, c'est en le faisant, en le matérialisant, on diminue justement les écarts d'un régime présidentiel. En règle générale, les régimes présidentiels sont mal à l'Afrique. Vous connaissez notre point de vue, on l'a dit ici aussi dans votre programme. Nous sommes, nous, pour une nouvelle constitution. Nous ne sommes pas forcément pour un régime parlementaire à 100%, parce que là-bas aussi il y a des dérives que nous ne partageons pas. De la même manière qu'un régime présidentiel presque à 100%, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes dans la logique de rééquilibrer
les institutions pour que le peuple puisse donner un mandat à un président de la République ou une présidente de la République élue par les Sénégalais et lui dire nous vous donnons assez de pouvoir pour exercer pour un mandat. De la même manière, parce que nous avons peur des excès et des débordements, nous allons renforcer le Parlement pour qu'il puisse vous contrôler et vous interdire de prendre certaines décisions et vous bloquer si nécessaire. Oui. Et si vous et le Parlement, vous êtes dans une situation de blocage, nous donnons mandat à la Cour suprême du pays que nous allons nous transformer en véritable gardienne de la Constitution qui va veiller sur le respect des lois du pays. Et le Conseil constitutionnel? En fait, nous, on est plutôt pour une Cour suprême, pour veiller sur la Constitution, être véritable gardienne de la Constitution et qui va faire les grands arbitrages en cas de grand blocage. Et nous voulons, nous, changer cette histoire de Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle, capable de se prononcer sur certains dossiers importants en cas de difficulté. C'est déjà fait avec le référendum? Oui, non, mais on a gardé le Conseil constitutionnel. Ils sont maintenant au nombre de 7. Oui, mais encore, c'est essentiellement nommé par le président. C'est d'excellents sages qui sont là-bas. Vous savez, les Sénégalais sont très compétents en matière juridique. On est mondial. Les gens apprécient notre valeur, Kéba Mbaye, les Isaac Foster, les grands juges qui ont jalonné l'histoire du Sénégal. Mais rarement dans leur pays, on leur a donné la chance de briller, pour ainsi dire. Donc nous pensons que les grands cadres qui sont aujourd'hui au Conseil constitutionnel, si on les mettait dans la posture d'une Cour constitutionnelle, où ils peuvent juger, prendre certaines décisions, on dit la Cour constitutionnelle a décidé. Le président de la République est obligé de se soumettre. Les ministres, tout le monde est obligé de se soumettre. C'est nous un peu c'est comme ça que nous voyons, effectivement. Oui. Mais maintenant, revenant sur l'adoption du fait. Oui, il faut attendre la campagne. Non, l'adoption du budget. Vous aurez l'opportunité de. Non, vous m'avez demandé le nouveau Parlement qu'il faut au Sénégal, le nouveau type de député. Oui, le profil. Oui. Donc, maintenant, je ne vais pas détailler, mais je cite. Juste pour vous donner une idée. C'est déjà fait, monsieur. Non, un député. Vous allez être surprise parce que quand je vais tout citer, vous allez être surprise. Voter et adopter, voter et proposer des lois. Contrôler, adopter le budget. L'action du gouvernement. Non, contrôler l'action du gouvernement, représenter le peuple. Et ensuite, veiller, du moins évaluer les politiques publiques, parce que ça, c'est une nouvelle disposition de notre nouvelle constitution. Mais la fonction représenter le peuple nous semble tellement importante, alors qu'elle va de soi, on les appelle les représentants du peuple. Nous pensons que nous n'avons pas de représentants du peuple. Nous avons des représentants de partis politiques, de coalitions et du chef de l'État qui se retrouvent à l'Assemblée nationale. Mais un vrai représentant du peuple, pour nous, c'est quoi? Vous avez une permanence dans votre localité. Vous allez prendre l'opinion de votre base avant d'aller voter à l'Assemblée. Si votre base vous conseille, vous recommande de voter oui, le président vous recommande de voter pour ce que votre base a décidé. Donc voilà. Attendons de voir avec la 13e législature. Le choix unique de l'électeur est projeté sur 47 listes en lice, une situation qui vous fait douter de la faisabilité pratique des élections. À ce propos, quelle solution préconisez-vous? C'est vrai certains ont proposé une liste unique. Moi, j'ai été dans des élections comme observateur pour des organisations internationales où il y avait une liste unique, mais c'était autour de 10 candidats, 15 candidats. J'avais vu que c'était très pratique, ça marchait bien. Maintenant, on a des amis dans la coalition qui m'ont dit que ça peut aussi marcher, même avec 47 coalitions. Bon, pourquoi pas? Si cela peut aider, mais pourquoi les pouvoirs africains, y compris le nôtre, ne sont pas en faveur d'une liste unique, d'un bulletin unique, pardon. Oui. C'est parce que ça ne permet pas ce que je disais tantôt. C'est-à-dire, si vous prenez un bulletin unique, vous cochez la coalition qui vous intéresse et vous mettez dans l'une. Vous n'avez rien à amener dehors pour prouver que vous avez effectivement voté pour tel ou tel. Ensuite, les gens parfois ont peur qu'il y ait des confusions sur sur les noms de coalition, sur les logos des coalitions, etc., etc. Donc ils ont peur que là, avec une liste où vous avez 5 Manko, 2 Watu, plusieurs Askanui, etc. Et même peut-être 2 troisième voies. 2 troisième voies. Mais nous, quand même, la 3e voie, Askanui, est pôle alternatif. 3e voie, Sénégal Deidem, ça n'a strictement rien à voir. Et je pense que nos militants et nos sympathisants pourront reconnaître notre liste très facilement. Publié par nos confrères du journal Enquête, vous notez que la 12e législature ne marque pas l'histoire
Alors, quelle portée significative allez-vous donner à la loi portant modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale? C'est-à-dire, au total, cette législature, les Sénégalais voudront l'oublier très vite et, comme on dit, passer aux choses sérieuses. Elle n'a pas marqué l'histoire du Sénégal. Vous ne vous souvenez pas de décisions majeures, de lois majeures, de propositions, etc. faites par cette législature. Spectacle affligeant. Mais c'est une loi qui change les donnes. Bon, mais ça, maintenant, après, il y a cette loi changeant les donnes sur la composition des groupes parlementaires, sur l'éthique des députés, comment on ne transhume pas d'un groupe à l'autre, etc. Tout ça, ça peut être intéressant, mais en réalité, le fond du problème n'est pas là. Le fond du problème, c'est de redéfinir, de refonder l'institution parlementaire, de lui donner toute sa place dans notre système institutionnel, de sorte que le député... Est-ce que vous imaginez que dans certains pays démocratiques, le député peut convoquer pour lui demander des explications? Un député peut se rendre chez un ministre et lui demander des explications. Un député peut descendre sur le terrain, et nous le proposons, pour aller voir l'exécution des engagements qui ont été présentés lors de la loi des finances par le gouvernement et interpeller le gouvernement sur le fait que vous aviez promis, vous n'avez pas fait. Nous voulons des députés comme ça, qui ont un pouvoir que le peuple leur a donné, de contrôler effectivement l'action de l'exécutif. Oui, d'après l'ancien ministre de la Communication, Moustapha Guirassy, votre compagnonnage en prélude aux législatives a le choix de la tête de liste nationale et qui n'a pas été porté en votre faveur. Que lui répondez-vous? J'ai tellement répondu à cette question que je vais parce que les antennes de Walfadjri. Non, parce que vous êtes très sympathique. Je vais encore dire un petit mot. C'est l'histoire du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Hein? Moi, je dis, en âme et conscience, et devant Dieu et devant les hommes, le véritable problème qu'on a eu, c'est un problème de comportement humain, plutôt que des histoires de tête de liste et tout. C'est-à-dire? Au début, quand nous voulions lancer cette coalition innovée, nous avons prévu d'avoir un président de la commission et d'avoir une tête de liste nationale, un porte-parole, un directeur de campagne, etc. Donc on se répartissait les rôles et on n'avait pas porté d'attention spéciale, particulière sur tête de liste de président. Ce n'était pas important pour nous. Oui. C'est ça. Si mon ami Guirassy était là, il vous dira jusque-là, je suis mon grand frère Cheikh Tidiane, on est d'accord. Ensuite, les plénipotentiaires se sont réunis. Il y a un plénipotentiaire d'un des partis qui est venu dire que cette réunion ne peut pas avancer tant qu'on ne règle pas la tête de liste. Les autres ont répondu. Nos leaders se sont réunis, ils se sont donné rendez-vous pour régler ce problème. Ce n'est pas à nous de le faire, on n'en a pas le pouvoir. Le plénipotentiaire ou la plénipotentiaire en question, je ne vais pas préciser son genre, a dit si c'est le cas, nous suspendons notre participation à cette coalition. Et 2 jours après, le plénipotentiaire ou la plénipotentiaire en question a appelé notre plénipotentiaire pour lui dire que leur mouvement se retire de la coalition. Moi, j'étais en déplacement. Donc, c'est un mouvement? Non, j'arrive, un parti même. C'est un parti. C'est un parti qui a dit ça. Et de retour de mission, mon frère Guirassy le sait, on a discuté, on a tout fait pour sauver la mise. Ça n'a pas marché parce que les autres alliés qui avaient été révoltés par le comportement de cette personne ont dit que céder sur quoi que ce soit, c'est effectivement donner raison à cette personne, qu'ils ne le feront pas et ils n'accepteront même pas leur proposition de tête de liste. Donc c'est pour vous dire, je ne voulais pas moi entrer dans le détail de ce qui s'est passé. C'était un plénipotentiaire du parti de Abdoulaye Baldé. Je dirais que c'est une histoire de plénipotentiaire qui nous ont créé un problème, plus qu'entre nous les leaders. Parce que Baldé, comme je l'ai dit, est un frère. Je n'ai aucun problème personnel avec eux. Et ce que je n'ai pas apprécié, c'est que les gens sont allés communiquer là-dessus en disant « Gadio quitte la coalition ». On n'avait pas encore de coalition. On était en train de travailler à mettre en place une coalition. Il y a eu mésentente. Chacun est parti de son côté. Ils sont allés créer leur coalition, je suis allé créer ma coalition. Donc, en quoi je serais sorti de leur coalition qui n'existait pas? Donc, juste pour clarifier. Et moi, je leur souhaite bonne chance. Et je souhaite garder d'excellentes relations humaines avec eux, même des relations politiques dans l'avenir, parce qu'il ne faut pas insulter l'avenir. Mais pour l'instant, nous ne nous sommes pas entendus. La mésentente vient du parti de Abdoulaye Baldé. Je ne vais pas caractériser ni qualifier, parce que moi, je pense que des discussions à l'interne comme ça, on pouvait s'épargner. Mais nous, on a eu des échos. Je sais, et il y a de bons échos et il y a de moins bons échos, n'est-ce pas? Mais c'est pour vous dire, c'est tellement aujourd'hui peu essentiel dans ce que nous sommes
en train de faire et les vrais problèmes auxquels nous sommes confrontés, que je vous dirais, moi, que je suis extrêmement heureux d'avoir Fat Sow Sarr, docteur Fat Sow Sarr, voilà, d'avoir Moustapha Gueye, maire de Sokone, comme allié, et d'avoir Mohamed Diallo comme allié. Vous êtes en train de nous lister. Non, de vous dire que nous avons une coalition de 8 membres que je respecte chacun d'entre eux pris individuellement. Et je ne suis pas malheureux ni orphelin du fait que je me retrouve dans une telle coalition Sénégal Day Dem. Je suis très heureux. Oui. L'autre tête de liste nationale, à savoir Maître Abdoulaye Wade, qui dirige la coalition gagnante Wattu Sénégal, suscite beaucoup de commentaires également. Quel regard portez-vous, projetez-vous même sur ça? Moi, j'ai une telle affection. De trop jugé par certains. J'ai une telle affection pour le président Wade que si j'avais la chance d'être consulté par lui, je lui aurais donné un autre conseil. Honnêtement, moi, je ne le vois pas sur le terrain en train de compétir avec des jeunes qu'il a formés, y compris celui qui est aujourd'hui chef de l'État du Sénégal. Je crois que sa mission historique, quelque part, il l'a bouclée. On aurait voulu une sortie en beauté par la grande porte de l'histoire. Il s'est passé beaucoup de choses. Il ne faut pas remuer l'histoire, mais il y a eu tout ce combat contre la dictature. Il y a eu le 23 juin, comme c'est le cas aujourd'hui, l'anniversaire du 23 juin. Il s'est passé énormément de choses dans ce pays, mais il y a un grand leader du tiers-monde, Mao pour ne pas le nommer, qui disait qu'il y a des gens qui sont profondément injustes. Parce que dans 10 actions que vous avez posées pour l'histoire, si les 8 actions sont positives et les 2 sont négatives, il décide de vous juger uniquement sur les 2 actions négatives. Alors moi, parlant de Wade, je préfère juger ses actions positives, remercier pour ce qu'il a fait pour le Sénégal et pour l'Afrique, et dire que si moi je pouvais donner un avis, qu'il laisse les jeunes qui sont dans sa coalition aller croiser le fer avec nous autres. Les autres jeunes, certains ont de la sympathie, ont eu des relations exceptionnelles avec lui. À la limite, il est plus dans une posture d'arbitre aujourd'hui, de conseiller de tous les jeunes qui veulent faire de la politique, plutôt que de venir descendre sur le terrain et d'être la cible légitime des attaques des uns et des autres. Nous, Sénégal Day Dem, on ne l'attaquera pas. On ne dira absolument rien de négatif sur lui. Et si nous le croisons en campagne, nous allons respectueusement remonter dans nos voitures et continuer. Mais vous n'appréciez pas cette candidature? Nous la regrettons. Nous la regrettons. C'est que ça ne va pas dans le sens de l'histoire du Sénégal. Il ne mérite pas cela. Il a déjà tout donné au Sénégal. Ce n'est pas le moment de revenir encore, se remettre dans les circonstances. Certains disent qu'il porte en réalité, disons, il travaille pour son fils encore, qu'il porte la candidature de son fils en venant lui-même sur le terrain. Certains le pensent. Nous pensons que globalement, les Abdoulaye Wade, les grands dignitaires qui ont fait l'histoire du Sénégal, avec les regrettés Mamadou Dia, Hassan Sek, Karim Gaye, tous qui sont partis, les Kéba Mbaye, ils ont tellement fait pour ce pays. Abdoulaye Wade, aujourd'hui, tous les Sénégalais le connaissent. Il a marqué l'histoire du Sénégal en réussissant la première alternative pacifique et démocratique au Sénégal. Je pense quelque part, et je lui dis ça en tout avec respect et avec estime, qu'il a mal géré sa sortie. Et ben oui, parce que il n'avait pas, à mon avis, à se représenter. Il ne devait même pas, le grand intellectuel qu'il est, le grand cadre africain qu'il est, dans une Afrique de dévolution dynastique du pouvoir entre père et fils, il ne devait même pas être cité dans ce débat-là. Malheureusement, il a été cité. Et on a eu ce qu'on a eu, des élections que l'on sait et les résultats que l'on sait. Et il finit avec 35% des voix. Un de ses poulains se retrouve avec 65% des voix. On pouvait éviter cela. Mais encore une fois, je mets l'accent sur ce qu'il a voulu, sincèrement, qu'il a voulu pour le Sénégal et pour l'Afrique. Il n'a pas réussi. Et je préfère refermer cette page. Mais comme vous dites, en revenant sur l'arène politique, il remue tous ses souvenirs, il ramène le négatif. Et nous n'avons pas besoin de cela. Et je lance le couteau sur la plaie. Oui, absolument. Et je demande, moi je lance un appel à la classe politique tout entière, opposition comme pouvoir, troisième voie comme nous, comme les autres, de montrer beaucoup de déférence au président Abdoulaye Wade. Si on pouvait même faire une délégation, aller le voir avant à l'entame des élections, pour lui dire votre posture, c'est
de la mêlée et d'être l'arbitre de tout ce que nous faisons, de nous soutenir et même d'accepter qu'on vienne vous demander des conseils. On a déjà dépassé ce cap. Non, pas tellement. Puisqu'il a été investi, tête de liste. Tête de liste, mais tout le monde sait que c'est symbolique, honnêtement. Tout le monde sait que c'est symbolique. Personne ne souhaite rencontrer Abdoulaye Wade sur le champ à Foundiougne, dans le département de Foundiougne, ou en train de polémiquer avec lui. C'est même indécent dans notre culture. Dans le Sédhiou. Voilà, c'est indécent dans notre culture. Quand je dis ça, je suis très sincère. Si on faisait une délégation pour lui demander de rester dans la posture du Sénégalais ou de l'Africain qui, comprenant les problèmes du continent et les problèmes du Sénégal, refuse la retraite. J'ai toujours dit à mes ambassadeurs, refusez la retraite, soyez en retrait, mais ne soyez pas à la retraite. Parce que la retraite des idées, des bonnes expériences, des bonnes pratiques, ça n'existe pas. Il faut aimer l'Afrique jusqu'à son dernier souffle. Il faut aimer le Sénégal jusqu'à son dernier souffle. Donc le président Wade a le droit de s'intéresser à la vie politique, à donner des conseils et des avis. Moi, je le vois dans cette posture, plutôt que de se mêler de cette bataille, surtout avec 47 listes, et gêné par l'image qu'offre la démocratie sénégalaise. Nous sommes l'exception, nous, l'exception démocratique en Afrique. Il y aura son autre camarade, à savoir Moustapha Niasse, qui était de liste départementale à Nioro. Oui, mais avec une différence d'âge notoire. Moustapha Niasse, c'est mon grand frère aussi. Beaucoup d'estime pour lui, beaucoup de considération. Bon, si je peux lui donner un avis aussi, je pense qu'il ne doit presque plus rien au Sénégal. Le Sénégal lui doit de la reconnaissance toute sa vie. C'est ce qu'on appelle dans les grandes démocraties, servir dans la vie publique, se donner à fond et à 100% pour son pays. Bon, maintenant peut-être que des gens sont encore, comme vous savez, des gens vont voir, vous demandent, mais grand, comme on dit dans notre culture, grand, il n'y a que vous qui pouvez. Bon, parfois ils cèdent, mais les connaissant un peu leur profondeur intellectuelle et tout ça, eux-mêmes savent que ce n'était pas ça leur place ou leur posture normale. Ils ont tout donné au Sénégal. C'est maintenant au Sénégal de leur rendre les honneurs qu'ils méritent plutôt que de revenir encore sur la scène politique, qui sont moins bien élevés et qui ne comprennent pas certaines choses et qui leur disent tiennent un langage qui, moi, me ferait personnellement mal parce que je les respecte. Votre liste a un candidat à Nioro, votre coalition un candidat à Nioro. Non, nous avons un candidat à Foundiougne, plutôt à Foundiougne. Notre candidat est basé à Sokone. Donc vous n'avez pas croisé le fer avec Moustapha Niasse. C'est très bien comme ça, parce que c'est encore une fois, lui et moi, nous avons une complicité affective d'un très très haut niveau que les Sénégalais ne connaissent pas. Mais moi, c'est un peu ma chance. Hein. Tous ces anciens-là, personne ne dira un jour que Gadio a dit ou a fait quelque chose de négatif à mon endroit, parce que j'ai été élevé comme ça. Et c'est ça le Sénégal que nous aimons, où les gens se respectent, se considèrent. Et un pays, c'est un tout. De 60 à nos jours et avant 60, tout le monde voit mes références permanentes à Cheikh Anta Diop, qui ne mérite pas le silence qui entoure son œuvre et ses sacrifices pour le Sénégal. J'insiste sur le président Mamadou Dia. Il doit être entièrement à 200% réhabilité. Vous, nous, les générations actuelles, les jeunes qui ont 20 ans, qui font le baccalauréat, on doit leur parler de Mamadou Dia, de l'histoire de l'Afrique et du Sénégal. Oui. Ils ont besoin de les connaître, de les aimer, de les respecter et d'apprendre de leur vie et de leur courage et de leur expérience. Parce que ça leur permettra aussi d'être de bons Sénégalais demain. Oui. Avant de boucler avec les législatives, on va parler du recours introduit par le professeur Amsatou Sow Sidibé au niveau du Conseil constitutionnel. Malgré le fait qu'elle a été déboutée par le Conseil, elle persiste et signe qu'il devrait y avoir une législation parce qu'il y a un vide juridique par rapport à ces noms que l'on voit. Comme le débat est politique, il n'est pas juridique, et comme elle est la grande juriste, je lui laisse la responsabilité de cette démarche. Ce qui est important, oui, c'est qu'elle a fait un recours et le Conseil constitutionnel l'a jugé irrecevable. Pour nous, le débat est clos. Nous avons invité depuis lors à passer aux choses sérieuses, oui, ou aux autres choses sérieuses, c'est-à-dire nous occuper des problèmes des Sénégalais et surtout nous préparer pour de bonnes élections législatives dans des conditions très très difficiles comme les conditions que nous avions décrites tantôt. Encore une fois, c'est une personne pour qui je n'ai que... Qui a créé la troisième voie? Alors, vous ou bien le professeur? Ni elle, ni moi. Ah oui? La troisième voie a été créée en 1920. À l'époque, elle devait être trop jeune pour s'en rappeler et moi, je devais être trop jeune pour m'en rappeler. 1920, et ce qui est même malheureux, et ça n'honore pas notre combat pour la troisième voie, ceux qui ont le
premiers imaginaient la troisième voie, c'était des mouvements fascistes, des mouvements d'extrême droite qui avaient imaginé la troisième voie. Maintenant, le concept a été réhabilité en 1968, quand les gens ont dénoncé le marxisme dogmatique et ont dénoncé proposer la troisième voie. Moi, j'ai fréquenté la France dans les années 70, j'ai grandi dans cette culture de troisième voie. Et j'ai été dans les mouvements de gauche au Sénégal. Quand j'ai rompu avec pendant que j'étais dans le processus de rupture, j'ai prôné la troisième voie 1981, 82, 83. Dans mes écrits, dans mes articles et même dans mes contributions au mouvement révolutionnaire, je prônais la troisième voie. Élection 2012 au Sénégal, si on sort les archives, si vraiment c'est un débat sérieux qui méritait qu'on plonge dans les archives, on va sortir des déclarations où je parlais de la troisième voie. J'ai un ami qui s'appelle Maguey, qui a créé un parti il y a quelques années qui s'appelle le Parti de la troisième voie. Donc, ce n'est ni elle, ni moi. Ce que je dis de troisième voie, c'est que l'autre voie, la troisième voie, la gauche plurielle, la droite, etc. Tout ça, c'est des concepts ordinaires qui appartiennent à tout le monde. Oui. Tout le monde peut les utiliser. Donc, elle n'a pas inventé le concept. Elle n'a pas le monopole du concept. Cela crée une nuance dans une élection. Oui, mais vous avez combien de Manko? Manko Wattu Sénégal, Manko Yeesal Sénégal, Manko, etc. Wattu Sénégal, Manko Wattu Sénégal. C'est pas important. Il y a combien de... Notre sœur a Askanwi dans le nom de sa coalition, Eutu Askanwi. Oui. Il y a combien de Fal Askanwi, Ndaou Askanwi, Eutu Askanwi. Si le débat ne porte que sur les noms, peut-être que les élections seraient très simples. Le débat porte sur autre chose. Quel Parlement voulons-nous? Quel Sénégal voulons-nous? Donc moi, vraiment, nous, on a passé à la deuxième vitesse, à la vitesse supérieure. On est, comme vous l'avez vu, dans la formulation de programme, dans la vision que nous avons et du député qui va changer le Parlement et en faire une institution majeure pour la défense de notre démocratie. Docteur Cheikh Tidiane Gadio, ce vendredi, nous sommes le 23 juin, une date symbolique à deux titres. Primo, il y a eu le déclic de 2011. Ensuite, nuitamment, la libération de Karim Wade le 23 juin 2016. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait retenir comme repère par rapport à cette date? Moi, je crois qu'il y a eu une erreur dans l'agenda des tractations autour de M. Wade pour qu'on si significatif dans l'histoire du Sénégal, qui est le 23 juin 2011, on devait nous le laisser. On pouvait tracter pour lui le 22 ou le 24 ou le 25 et nous laisser le 23. Bon, maintenant, cette tractation, j'ai aucune idée de ce qui a fait l'objet de tractation. Pour moi, vraiment, c'est triste, à la limite, que des tractations comme ça puissent se faire et que le peuple se rende compte qu'on peut libérer quelqu'un d'une prison à minuit ou à 1h du matin, le mettre dans un avion et l'amener. Ce n'est pas très bien, pour utiliser pas très bien. Mais ce qui est très bien, c'est le 23 juin, quand le peuple sénégalais a montré que si l'exécutif se trompe de constitution et de pays et pense qu'on peut faire au peuple sénégalais certaines choses, ben le peuple sénégalais vient remettre de l'ordre. Et ce jour-là était magnifique. C'est un jour historique. Et moi, j'étais heureux d'être dans les barricades avec tous les autres. J'étais avec mon ami Alioune Tine quand il a été attaqué par des nervis et qui ont choisi de l'agresser lui physiquement. J'ai tout fait pour le protéger, j'ai pas pu. Et curieusement, et puis ils m'ont ignoré. Je ne voulais pas mériter leur respect à ce point parce que c'était vraiment des nervis. Mais Dieu a bien fait les choses. Alioune Tine s'en est bien tiré. Le peuple sénégalais a triomphé. Et le régime non seulement a reculé, a retiré son projet de loi, mais l'histoire du Sénégal a basculé. C'est-à-dire la marche vers le changement était amorcée. Et c'est à partir de là qu'on a eu effectivement, en 2012, un changement, je ne dirais pas de régime, parce que nous, maintenant, notre discours est clair. Oui. L'alternance, ce n'est pas un changement de régime. L'alternance, c'est une permutation politique rivale qui permute de place. Certains sont en bas, ils se préparent pour remonter. Les autres qui sont en haut, on leur dit dépêchez-vous et descendez. C'est ça l'alternance. C'est bien pour tester la solidité et la validité de nos institutions, mais sans plus. Nous voulons l'alternative. Je l'ai dit dans votre émission une fois, nous sommes fatigués de l'alternance parce que ça ne donne pas de résultats. Oui. Il y a des continuités historiques entre le régime Wade et le régime Macky Sall. Et de ce point de vue, pardon? L'État est une continuité. Oui, mais l'État, mais les politiques et les gouvernements ne sont pas une continuité. C'est-à-dire quand vous avez un gouvernement socialiste, droite, d'extrême gauche et tout, il y a des changements.
Mais l'État, c'est bon qu'il y ait une continuité de l'État, mais ça, c'est un autre débat. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est que nous battre pour l'alternance, le Sénégal, notre démocratie maintenant est allée au-delà. On est une démocratie post-alternance. Nous sommes une démocratie maintenant qui pose la question de l'alternative, de la rupture. Vous vous rappelez, on nous a déjà parlé de ce concept. Justement, non seulement on vous a parlé de ce concept, mais on l'a habillé. On vous a dit la patrie avant le parti. Oui. Ben, ça n'a pas eu lieu. La gouvernance sobre et vertueuse. Sobre et vertueuse, patrie avant le parti, ça a raté, ça n'a pas réussi. Et honnêtement, je pense que c'est lié aux dynamiques internes du système politique que nous avons mis en place. Si demain d'autres Sénégalais viennent et vous parlent de rupture et d'alternance, ils peuvent reproduire le même système. D'abord, ils puisent dans le même vivier humain, les mêmes cadres, les mêmes personnes qui ont animé l'ancien système. Et ensuite, l'idéologie n'a pas fondamentalement changé. Et la logique de se servir et non pas de servir prévaut toujours dans ces dynamiques. Je respecte les hauts fonctionnaires, les grands cadres qui mènent une vie sobre et qui aiment le Sénégal dans leur tréfonds. Donc on pense que la racine du mal réside dans ces coalitions. Électorales. C'est possible parce qu'effectivement, il y a toutes sortes d'arrangements dans les coalitions comment on dit, d'arbitrage, d'équilibre, voilà, des compromis à faire et tout ça. Ça, c'est vrai. Si on arrivait, nous, à changer notre système politique, celui que nous proposons, c'est-à-dire organiser la rupture, d'abord, il faut savoir pourquoi on veut servir son pays. Est-ce qu'en demandant à jouer certains rôles, on a choisi le difficile, pas le facile. On a choisi de travailler 12 heures par jour, 14 heures par jour, pas 8 heures par jour. On a choisi le sacerdoce, on a choisi la peine, le travail, les difficultés. Parce qu'on veut prendre le Sénégal du point 2 et l'amener au point 8. Et on sait que ça se fera par d'immenses sacrifices. Nos dirigeants ne sont pas dans cet état d'esprit. Nos dirigeants, honnêtement, même le mot wolof, ngour, c'est vivre quoi, d'une certaine façon, passer du bon temps et tout ça. Moi, je dis que les vrais dirigeants qui vont amener la rupture dans ce pays et l'alternative, ça va être des modèles presque irréprochables sur beaucoup de plans et qui sont prêts à travailler de 8 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. Et quand votre peuple vous voit adopter ce rythme, cet engagement, cette façon de travailler, cette sincérité, le peuple lui-même se met au travail. Parce que le peuple en général suit ses dirigeants. Voilà, et le peuple suit ses dirigeants. Ouais. Et si vous prenez le palais, vous faites des réunions politiques au palais, salle des banques, vous invitez les partis politiques, vous invitez les coalitions, comme vous dites, vos amis. On joue, on s'amuse. C'est comme s'il y avait un banquet de la République qui se moquait des pauvres des banlieues, des pauvres des campagnes du Sénégal. Il faut qu'on change cela. C'est pour ça que nous, encore une fois, sans trop insister, nous prenons l'alternative et la rupture. Et la rupture dans la gouvernance, c'est possible. Oui. Docteur Gadio, on va vous remettre votre casquette d'ancien patron de la chancellerie sénégalaise. Je vais mettre la casquette. Merci de vouloir la porter. Mais pour parler de la rupture des relations entre le Sénégal en guise de soutien à l'Arabie Saoudite, en faisant la part des choses, notre pays a-t-il choisi la bonne posture? Alors, ma position n'a pas trop changé, trop varié. Un ancien ministre des Affaires étrangères parle de la diplomatie de son pays avec beaucoup de prudence. Hein. Comme Montesquieu qui disait qu'un vrai démocrate doit toucher la Constitution avec des mains tremblantes. Moi, quand je parle de la diplomatie, c'est presque avec des mains tremblantes. Je fais attention. Oui. Parce que je veux qu'on n'utilise rien dans mes propos contre mon pays. J'aime le Sénégal et le Sénégal passe avant tout pour moi. Le Sénégal et l'Afrique. Pour moi, c'est un couple inséparable. J'aime le Sénégal et j'aime l'Afrique. Donc, quand je me prononce aussi souvent, c'est pour donner des conseils, pas pour critiquer, n'est-ce pas? Oui. Je pense que dans ce qui est arrivé avec l'Arabie Saoudite, j'ai toujours répondu en donnant l'exemple du président Wade. Il avait une telle idée du Sénégal qu'il pensait que il penserait que notre pays doit jouer un rôle de médiation tout de suite. Parce que le Qatar était proche du Sénégal, l'Arabie Saoudite est le pays de référence de tout musulman à cause des grands sanctuaires de l'Arabie Saoudite. Donc il aurait tout de suite proposé une médiation, se déplacer lui-même, aller parler au roi d'Arabie Saoudite ou se déplacer, parler à l'émir du Koweït. En Libye, il l'avait mal fait. Non, mais là c'était la période douloureuse, n'est-ce pas? La période douloureuse, ça c'est une autre affaire. En Libye, après votre départ. Voilà, et puis en Libye, si j'étais là, et si on avait travaillé ensemble, je vous jure
qu'on allait aller non pas à Benghazi, mais à Tripoli, prendre Kadhafi par la main et le sortir de la Libye. Et je vous jure que c'était possible. Et j'ai même tenté des choses dans un ouvrage, mais pas ici. Mais on a tout fait pour sauver la vie de Kadhafi et pour le sortir de la Libye. Mais je l'ai fait avec un autre chef d'État, parce que je ne pouvais pas le faire avec mon chef d'État. Tel que l'on connaît Kadhafi, il l'aurait refusé. Pas du tout. Je vais vous donner encore une autre révélation, mais avec plaisir. Par émission, il faut une ou deux révélations, pas trop de révélations. Donc, j'ai travaillé avec un chef d'État et je lui ai dit, si vous n'aidez pas Kadhafi à sortir du guêpier, la Libye va s'effondrer, se transformer en zone de guerre et la première sera le Sahel et votre pays, Monsieur le Président. Et je vous demande de m'aider, donnez-moi un mandat pour aller voir les partenaires qui peuvent nous aider à obtenir un cessez-le-feu et à sortir Kadhafi. Alors il m'a dit, oui, j'ai déjà envoyé un émissaire en France. Je lui ai dit que ce n'est pas à la France qu'il faut envoyer un émissaire, c'est aux États-Unis. Ils sont engagés sans être tout à fait engagés. C'est avec eux qu'on peut négocier, qu'ils arrivent à convaincre le président Sarkozy et l'OTAN qu'il faut arrêter la guerre momentanément pour permettre une solution politique et le retrait de Kadhafi. Après, je lui ai dit, mais avant d'aller, il me donne le feu vert, il me donne son accord. Il m'écoute sûrement parce que je sais qu'il aime bien votre émission. Non, pas du tout. Je parle d'un pays sahélien qui a d'ailleurs été victime tout de suite de la crise libyenne. Du Mali. Alors, le président en question me dit, donne-moi 24 heures. Il y a un émissaire de Kadhafi qui arrive ce soir, je lui parle, il va faire un aller-retour et venir me donner la réponse. Et figurez-vous quoi, Kadhafi a marqué son accord. Ah oui? Et je suis allé aux États-Unis. Il était d'accord. Il était d'accord avec des États-Unis et j'ai négocié. Négocié difficilement. Et vous savez ce qu'on m'a dit? Oui, on peut le faire, mais on va l'envoyer au Venezuela. Je dis Kadhafi n'ira ni au Venezuela, ni il va rester et mourir en Afrique. Il n'ira nulle part. Et ils m'ont dit, bon d'accord, on va voir ça. Et après, ils m'ont posé une condition liée au chef d'État africain qui devait organiser une réunion sur la Libye à Addis Abeba. Ils m'ont donné ce qu'on appelle les éléments de langage. Que si les chefs d'État africains soutiennent notre démarche et mettent cet élément de langage dans la résolution, eux, ils arrêtent la guerre, ils permettent à Kadhafi de sortir et d'aller dans un autre pays d'Afrique. Et qu'est-ce qui a fait capoter nos chefs d'État ont refusé ces éléments de langage et on écrira un jour l'histoire et leur responsabilité dans ce qui est arrivé en Libye. Ah oui, des chefs d'État africains. Non, mais ils étaient réunis en sommet. Ces éléments de langage leur ont été donnés, ils ont refusé. Les Américains, les gens voulaient qu'ils mettent, nous exigeons l'arrêt de la guerre, l'ouverture des négociations. C'était simplement la phrase. Ils ont mis nous demandons l'arrêt et nous encourageons, je ne sais pas, des formules de ce genre. Alors les gens m'ont appelé pour dire, cher ami, votre histoire de tous les Africains exigent qu'on arrête la guerre, que Kadhafi, ce n'est pas vrai. Les gens n'exigent pas cela. Et la guerre a continué. Kadhafi a été assassiné. Et le résultat est là. Le Sahel est dans le tourbillon. Nous souffrons tous. Des États sont tombés. D'autres vont peut-être tomber dans l'avenir. Et nous vivons la plus grave crise sécuritaire de l'histoire de l'Afrique avec une vingtaine de pays qui sont atteints par le fléau du terrorisme. Et l'Afrique est en train de devenir l'épicentre avec Al-Qaïda au Mali et dans le Sahel, avec Daesh qui se déplace en Libye, avec les Chebab en Somalie et au Kenya, et Boko Haram autour du bassin du lac Tchad. Si vous mettez tout ça ensemble, et les pays voisins qui sont impactés, entre guillemets, par cette crise, l'Afrique est en train de devenir l'épicentre du terrorisme mondial, et on ne voit pas de perspective de solution africaine à cette crise immédiate. Et le reste du monde, Proche et Moyen-Orient. Et le reste du monde, je les soupçonne que si tout cela a été déversé vers l'Afrique et qu'eux, ils avaient la paix chez eux, ils risquaient de nous là à l'interne et dans le long terme. Et ce sont les Africains qui vont en pâtir. Donc c'est pour ça, j'insiste sur ces points pour lancer un appel. Et moi, j'insiste pour connaître ce président africain. Pour lancer un appel au sursaut des Africains. Non, lui, il est en train, je crois qu'il a écrit son livre, et moi aussi. C'est ATT, j'imagine. Il a écrit son livre, et moi aussi, je suis en train de... D'ailleurs, il a été débarqué par des terroristes. Moi, je n'écris pas mes mémoires parce que mes mémoires, c'est dans 30 ans. J'ai encore 30 ans de service pour l'Afrique. Je suis trop jeune pour écrire mes mémoires, mais j'analyserai
passé en rapport avec la détérioration de la situation sécuritaire du continent. Je parlerai de cet épisode. Les Africains pouvaient sauver la situation, ils l'ont pas fait. Ils ont laissé faire, comme d'habitude. Pas laissé faire, mais peut-être qu'ils n'ont pas compris l'ampleur et la gravité de la situation et des conséquences qui allaient en résulter. Et les conséquences sont là. Oui. On va parler du rapatriement des Sénégalais. Il y en a beaucoup présentement, en tout cas un peu partout à travers le monde. Mais on va évoquer le cas des Sénégalais rapatriés des États-Unis, plus de 130. De 25 000 $ pollue ce dossier. D'après votre expérience en tant qu'ancien patron de la diplomatie sénégalaise, y a-t-il des compensations dans ces dossiers de rapatriement? Honnêtement, je n'ai pas eu l'expérience directement. Je ne me rappelle pas de cas où un pays a expulsé nos compatriotes et nous a proposé ou nous a offert une compensation. Il peut y avoir des accords bilatéraux ou des accords spécifiques ponctuels par rapport à une situation où on voit que ça risque de créer une crise humanitaire ou un véritable drame humanitaire et l'État en question vient au secours de l'État. Et maintenant, l'État du Sénégal devrait aider ses compatriotes. Je connais le cas de la compensation de nos soldats morts en Arabie Saoudite. Les familles sont convaincues que l'État du Sénégal a reçu l'argent pour tous ces soldats morts et qu'on leur a donné des miettes. Je me rappelle, ils sont venus me voir pour mener ce combat. Malheureusement, ils sont venus me voir quand je n'étais plus au gouvernement. Alors, je les ai encadrés par des conseils et des suggestions. J'ai vu aussi un cas où des Sénégalais étaient expulsés via le Maroc et le roi du Maroc est intervenu personnellement pour demander exactement qu'on les habille, qu'on leur donne des moyens pour rentrer chez eux et tout ça, et qu'ils arrivent chez eux dans la dignité, correctement et tout et tout. Oui. Mais je ne me rappelle pas de cas comme ça aux États-Unis. Maintenant, si nos compatriotes le disent, ce n'est pas très compliqué parce que où les Américains ont envoyé cet argent et notre gouvernement peut expliquer si c'est vrai ou c'est pas vrai, ou si c'est une aide bilatérale pour autre chose que la situation en question. Maintenant, si nos compatriotes, leurs avocats, leur ont donné des papiers et leur ont dit que c'est exactement ce qui s'est passé et on vous a envoyé de l'argent, ils ont, comme on dit aux États-Unis, ils ont un case, ils ont un cas. Et ce cas, il faudra qu'ils se battent pour rentrer dans leurs droits. Oui. L'actuel chef de la diplomatie sénégalaise, en marge de la visite de son homologue français, Jean-Yves Le Drian, a souligné des menaces qui pèseraient sur la Gambie. À votre avis, était-ce l'endroit approprié, c'est-à-dire face à la presse, pour aborder une question aussi sensible? Et ça, c'est une question sensible que vous venez de me poser et je vais faire très attention. Je sais que tous nos pays sont menacés, y compris les pays directement atteints par des attaques terroristes. Vous n'excluez même pas le Sénégal? Je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit que le Sénégal est un pays qui les intéresse beaucoup. Vous rappelez l'interview de Mokhtar Belmokhtar, un des grands chefs de ces organisations, Al-Mouraboutine, qui avait dit à un site mauritanien ou un journal mauritanien que oui, le Sénégal est très intéressant pour nous, mais nous voulons un pays stable qui soit une zone de transit pour nous. Alors, mais que si le Sénégal se mêle de nos affaires, il n'y a pas de problème, mais s'il se mêle de nos affaires, etc. Bon, le Sénégal est un pays intéressant. Moi, j'étais très malheureux. Je l'ai dit à l'époque, on m'a critiqué. J'ai pris un petit recul, mais je reviens à la charge régulièrement. Le Sénégal ne devait pas être exclu du G5 du Sahel. Ça n'a aucun sens. Le Sahel, c'est nous. Le Sahel, c'est le président Léopold Sédar Senghor dans sa théorisation de ce qui nous est arrivé après la sécheresse. Le Sahel ne peut pas organiser son combat antiterroriste. C'est passé échange d'informations, organiser des forces spéciales, comme ce qui a été fait récemment. Mais nous avons parmi l'une des meilleures armées d'Afrique. On n'est pas une armée en grand nombre, mais en qualité. Nos soldats, nos officiers supérieurs sont prisés, sont respectés partout, dans le monde. Et en Afrique, les gens les respectent. Donc l'apport du Sénégal à ce G5 Sahel aurait été exceptionnel, extraordinaire. Et je pense que ce n'est pas trop tard pour bien faire. Il faut corriger ce G5 du Sahel. Il y a une amputation majeure, quelque chose qui lui manque et qui va peser sur son efficacité, c'est le Sénégal. Et moi, j'ai discuté avec le G5 Sahel. Certains étaient très favorables, je ne dirais pas leur nom, à l'inclusion du Sénégal. Maintenant, on amène ce dossier aux Nations Unies, on parle de forces spéciales. Notre institut, l'Institut panafricain de stratégie, a toujours plaidé la mise en place de bases militaires panafricaines. Si on peut avoir des bases militaires américaines
en Afrique. Pourquoi on ne peut pas avoir de base militaire panafricaine où on regroupe nos forces et on fait face aux défis et aux menaces ensemble? De la même manière, nous avons toujours prôné depuis 3 ou 4 ans. Il y a les forces de la CEDEAO. C'est ça, je vais en parler. Dans la sous-région. Je vais en parler. Et nous avons toujours prôné la mutualisation des forces spéciales africaines. Les forces spéciales, c'est des unités, mais ultra perfectionnées, spécialisées, qui vous font des opérations et qui organisent notre riposte. Nous, on est dans la posture où, quand on nous attaque, on demande qui est le suivant, quel est le pays suivant. Alors qu'on doit s'occuper de cela et avoir des démarches dissuasives pour que les gens nous laissent en paix un peu. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, articuler le G5 du Sahel et la CEDEAO, c'est extrêmement important parce que ce qui se passe concerne un certain nombre de pays de la CEDEAO, le Mali et le Nigeria. Malheureusement, le Nigeria ne fait pas partie du G5 du Sahel et c'est une puissance de la zone et très impliquée, bien entendu, très concernée par la question de Boko Haram. Le Tchad, qui joue un rôle moteur, un rôle que je salue toujours parce qu'ils font beaucoup de sacrifices pour l'Afrique. Le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO. La Mauritanie ne fait pas partie de la CEDEAO. Donc on est dans une situation où les entités en tant que telles, le G5 du Sahel, la CEDEAO, deviennent des entités confuses, ne savent même plus comment s'organiser pour cette crise. Mais la crise sécuritaire, la CEDEAO avait donné des réponses, a réussi quelques opérations. On doit renforcer la CEDEAO, ça peut être un cadre plus large. La Mauritanie peut accepter de revenir à la CEDEAO, je le souhaite de tout cœur, parce qu'elle faisait partie de la CEDEAO. Je sais que le Tchad est observateur à la CEDEAO et n'exclut pas la possibilité de rejoindre la CEDEAO un jour. Le Maroc veut aussi intégrer la CEDEAO. Le Maroc est presque, a déjà un pied et 2 bras à l'intérieur. Et c'est une très bonne chose parce que je crois que le Maroc peut beaucoup apporter en termes d'expérience dans le domaine économique. Et le concept de nord-ouest, comme aux États-Unis, nord-ouest, nord-est et tout ça, ça existe. Nous partageons l'océan Atlantique, nous partageons l'ouest. Le Maroc est dans l'ouest africain, mais au nord. Et le Maroc se sent très proche de l'Afrique. Donc s'ils veulent venir travailler avec nous, je ne vois pas pourquoi ça poserait un problème. Et en kroumaïste pur et dur... Mais au plan géographique, ça pose problème. En kroumaïste, Kwame Nkrumah, oui. Il disait qu'il ne faut pas substituer la loyauté régionale à la loyauté continentale. C'est l'Afrique qui nous appartient, ce n'est pas uniquement l'Afrique de l'Ouest. Mais si le bloc de l'Afrique de l'Ouest et l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, est en panne, et une panne chronique et presque une panne éternelle, on ne voit pas de solution. Pourquoi des pays membres de l'UMA, comme la Mauritanie ou le Maroc, n'accepteraient pas de venir travailler avec des pays frères de la CEDEAO et renforcer la CEDEAO qui a 300 millions d'habitants déjà et qui a un potentiel en agriculture et en économie exceptionnel. Oui. Donc de ce point de vue, là, on peut faire beaucoup de choses dans le domaine de la sécurité comme dans le domaine du développement. Oui. Au plan économique, la mainmise des entreprises françaises étrangères, notamment françaises, en comparant les régimes Wade et Macky, lequel des deux accorde plus de faveur à la France? Moi, je comprends votre question. Je l'aurais peut-être articulé autrement, parce que j'ai dit depuis longtemps que j'ai arrêté maintenant, moi, de critiquer l'extérieur quand ils viennent chez nous essayer de défendre leurs intérêts. On ne peut pas critiquer quelqu'un qui défend ses intérêts. On doit critiquer ceux qui les reçoivent et qui, eux, ne défendent pas leurs intérêts. Oui. C'est pour ça que effectivement sont responsables des déséquilibres qui existent. Je parle tout de suite de la CEDEAO. 150 milliards de dollars de commerce, d'échanges extérieurs de la CEDEAO. Vous savez combien concerne les pays, entre les pays de la CEDEAO? 15 milliards, c'est-à-dire 10%. 90% de nos échanges, c'est avec l'extérieur. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas dans nos politiques. Wade était un nationaliste. Sur beaucoup de points, il a essayé de promouvoir le secteur privé national, les entrepreneurs sénégalais. Oui. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut le lui reconnaître. De la même manière, j'espère de tout cœur actuel comprend que chaque fois qu'il y a une offre, si un Sénégalais, d'abord, ensuite un Africain, ensuite, et après seulement des forces extérieures, extra-continentales, moi j'aurais agi comme ça du point de vue des priorités. Je vous donne un exemple. Quand Wade disait que les grands projets du NEPAD, j'étais là avec lui, qu'on signe avec le G8 à l'époque. Il dit, on va inclure une clause pour dire que si vous mettez vos histoires pour construire la route, le chemin de fer Dakar-Djibouti, il faut avoir 30 ans d'expérience, 40 ans d'expérience, vous excluez. Et que donc prioritairement,
une entreprise africaine ou un conglomérat d'entreprises africaines ils vont gérer ce marché. Oui. Si on ne peut pas trouver, même s'il y a une entreprise internationale qui gagne le marché, il aura l'obligation de donner une partie du marché à une entreprise africaine locale. Donc je suis d'accord avec vous que les partenaires extérieurs qui viennent chez nous, qui s'intéressent à notre pays, ils ne doivent pas avoir tous les leviers, toutes les commandes pour que notre pays se retrouve dans une situation de dépendance totale. Particulièrement, je suis préoccupé par les télécommunications et le numérique. Non seulement c'est l'économie de demain, oui. C'est l'économie d'aujourd'hui déjà, mais quelqu'un qui contrôle votre circuit numérique, votre télécommunication, vous n'avez plus de souveraineté. Ne lui parlez plus de souveraineté, c'est eux qui contrôlent votre souveraineté. Oui, en parlant des télécommunications, on va revenir sur la communication, ce substantif, Dr Cheikh Tidiane Gadio. Après 10 années de mimacre autour du projet portant nouveau code de la presse, il a été adopté par les députés en qualité d'expert en communication et ancien professeur au CESTI. Êtes-vous optimiste par rapport à l'application? Il faut que l'application soit bonne, soit diligente. Il faut que ce code ne soit pas figé dans du marbre. Il faut que ce code, on puisse l'améliorer au fur et à mesure. Oui. Mais fondamentalement, engager une discussion démocratique autour de la presse. Il faut qu'on arrête de voir les journalistes comme des ennemis. Il faut qu'on arrête de voir les journalistes qui vont dans les champs de guerre et qui se font assassiner, qui se font tuer pour nous apporter l'information la meilleure, la plus vraie, la plus proche de la réalité. Nous leur devons beaucoup. Maintenant, il faut aussi que les journalistes soient, du point de la formation, très professionnels de leur métier. Ce n'est pas bien que quelqu'un s'improvise journaliste. La plume peut faire très mal, les écrits peuvent faire très mal. Mais comme disait Mirabeau, c'est en essayant d'empêcher les mauvais écrits de naître, c'est en essayant d'empêcher aux mauvais écrits de naître qu'on empêche les bons écrits de naître. Merci beaucoup, Dr Cheikh Tidiane Gadio. Je rappelle que vous êtes le leader de la coalition pour l'alternative troisième voie, Sénégal day dem. Vous ne m'avez pas donné la chance de vous dire que oui. Tout le monde dit que Sénégal du dem. C'est pour ça que nous disons Sénégal day dem. Parce que nous croyons fondamentalement à notre pays. C'est ce que nous souhaitons. Merci. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à la réalisation, Cheikh Tidiane Gaye, Cheikh Tidiane Diop. Merci à Oustaz Assane Diouf pour la coordination, Ousseynou Sall avec ce décor. J'espère que vous l'avez bien apprécié. Très sympathique. Et absolument. Ma consoeur Fatoumata Sey pour les soins esthétiques. Excellente semaine à vous. Bonne fête de Korité à tous les musulmans et musulmanes. Déwénati et merci.